Bien, bonjour à tous et bienvenue pour donc ce nouveau cours du cycle sur les neurotechnologies. Et aujourd'hui, nous allons parler de systèmes implantés et plus particulièrement, je vais vous décrire en fait quels sont les composants et les éléments principaux nécessaires pour construire un système implantable. Jusqu'à présent, on a surtout parlé des applications des neurotechnologies, on a aussi beaucoup parlé de l'interface directe avec le système nerveux, mais cette interface, les électrodes en particulier, elles sont connectées en fait à un système, et c'est ce système-là qui permet en fait l'exploitation de l'information qui est mesurée ou l'implémentation de la modulation qui est utilisée pour communiquer avec le système nerveux. Donc derrière tout ça, il y a beaucoup d'électronique. Donc aujourd'hui, on va faire beaucoup d'électronique. Donc j'ai essayé de développer les choses pas à pas pour qu'on arrive à tous parler le même langage. Et donc je vais d'abord vous donner la vue globale en fait du système, quels sont les composants et quels sont les éléments qui vont assurer quelle fonction dans le système. Je vous donnerai des détails un peu plus spécifiques sur le type de circuit et le type de système que l'on va implémenter. Et ensuite, je vais conclure sur la partie packaging qui est tout aussi importante que le composant lui-même, puisque lorsqu'on implante un système dans le corps, il faut que l'électronique puisse être stable dans sa fonction une fois qu'elle est implantée, donc qu'elle ne soit pas contaminée par l'environnement ionique de l'environnement humain, et qu'à son tour, elle aussi, qu'il n'y ait pas des problèmes de contamination éventuelle depuis les composants et les PCB qui sont utilisés pour fabriquer les circuits vers le système biologique. Donc ici, de manière très schématique, j'ai résumé un petit peu les différents éléments qui vont constituer le système implantable. Donc notre objectif est l'interface avec le système nerveux. Donc ici, c'est très très schématique, hein, mais on a vu qu'on pouvait mettre des dispositifs et des électrodes un peu partout dans le système nerveux, que ce soit dans le système central, cerveau, moelle épinière, ou sur le système périphérique au niveau donc des différents nerfs qui sont dans les membres et qui innervent les organes de notre organisme. Donc on a beaucoup parlé jusqu'à présent de cette partie-là du système implantable, donc les transducteurs. On a parlé pas mal des électrodes. Un des prochains cours, la semaine prochaine, sera dédié à d'autres mécanismes de communication qui ne sont pas l'électricité. Mais donc on va voir comment on peut utiliser la lumière, par exemple, ou les ondes acoustiques pour stimuler ou lire l'information depuis le système nerveux. Mais donc on a cette interface-là, qui est l'interface entre le tissu et le système implantable, sont les électrodes. Ensuite, ces électrodes, ces transducteurs, sont connectés de manière électrique à la deuxième partie du système, qui est toute la partie technologique électronique. Et donc ces connexions, elles sont on peut les trouver à partir de fils. On a vu souvent les électrodes comme l'électrode d'implantation profonde, elle est liée à des câbles qui vont ensuite vers un boîtier dans lequel l'électronique est implantée. On a des systèmes que je vais vous présenter plus tard dans la lecture aujourd'hui, où on aura en fait l'électronique sur un support dit PCB. Donc là, les interconnexions électriques seront toujours des structures métalliques. Il nous faut des bons conducteurs pour conduire cette information, mais elles peuvent être aussi intégrées directement sur le PCB. Donc là, au niveau des technologies, on va parler donc soit de fils classiques, soit de couches métalliques, donc assez fines, par mince, on entend de l'ordre du micromètre, voire en dessous du micromètre, qui vont être distribuées dans le système. Ensuite, on va parler beaucoup des circuits intégrés, parce que ce sont les circuits, ces dispositifs-là, donc les puces, en fait très similaires à ce que vous allez trouver dans les ordinateurs, les téléphones, etc. Donc les circuits intégrés qui vont, eux, avoir des fonctions pour traiter le signal ou pour encoder une information qu'on va vouloir transmettre au système nerveux. Donc ça, ce bloc électronique est vraiment basé sur tout ce qui est circuit intégré. On a aussi des blocs qui vont correspondre à la puissance, donc il faut alimenter le dispositif implantable. Donc on a souvent des batteries qui sont inclus dans le système implantable. Dans certains cas, on essaie de ne pas avoir la batterie, parce que la batterie, c'est toujours associé à une courte durée de vie.
ou alors il faut trouver des batteries rechargeables. Donc parfois, on peut essayer d'alimenter aussi à distance, donc par transmission RF, pour alimenter le circuit. Alors il y a des avantages, des inconvénients dans les différentes technologies. Et enfin, le dernier point, c'est la transmission de l'information. Et donc là, on a aussi besoin d'un autre bloc d'électronique qui va nous faire ce qu'on appelle la télémétrie, donc le transfert de l'information, soit vers un système de contrôle, comme souvent en clinique, on va avoir les médecins vont avoir une sorte de tablette qui va leur permettre de préprogrammer en fait certains protocoles de stimulation, par exemple des implants. Et dans la recherche, on utilise beaucoup aussi ces interfaces pour mesurer différents paramètres et moduler l'information. Tous ces systèmes-là, donc, ils vont être intégrés dans un boîtier, ou dans une encapsulation qui va avoir plusieurs rôles. Donc, il va avoir le rôle, évidemment, électriquement d'isoler le bloc électronique de l'organisme, mais qui va avoir un rôle aussi de protection hermétique pour empêcher la diffusion des ions à cette interface. Et donc, je vais toucher un petit peu brièvement de quelles sont les options alternatives ou futures qui peuvent commencer à être, auxquelles on réfléchit aujourd'hui pour éviter l'utilisation du boîtier macroscopique que l'on voit aujourd'hui. Si vous avez déjà vu un pacemaker, dans le cas des implants neuronaux, c'est assez similaire. Un pacemaker, c'est un boîtier qui a à peu près cette taille, donc il fait quelques centimètres cubes, et c'est là où toute l'électronique aujourd'hui est inclue dans tous les systèmes implantables. Et donc ça, c'est très gros, donc en général, il faut les positionner au niveau de la poitrine. Si on veut miniaturiser, si on veut augmenter certaines capacités de ces dispositifs, il faut qu'on réfléchisse à des technologies alternatives qui nous permettent de miniaturiser aussi le packaging et le boîtier lui-même. Donc ça, on en parlera tout à l'heure. Donc, dans les technologies actuelles, on a surtout deux modes de fonctionnement ou deux types de protocoles. Ce qu'on va appeler les systèmes qui sont plutôt ouverts, les brain-machine interface. Donc ça veut dire qu'on va utiliser une information collectée depuis le système nerveux pour l'utiliser pour contrôler une machine. Donc ça, c'est un système où on mesure. Et ensuite, à partir de l'information cérébrale mesurée, on va contrôler un bras robotisé, une machine, un curseur sur un écran, etc. Ici, dans les étapes, donc ça, c'est une technologie dite de mesure. Donc l'électrode, elle va être utilisée pour prélever l'information neuronale. On va avoir un système ici d'électronique qui va nous permettre de processer l'information, enfin de la collecter, de la filtrer, de l'amplifier, de la processer. Et ensuite, en fonction du type de technologie, on peut soit envoyer les informations collectées à un système à l'extérieur dans lequel ensuite on va faire toutes sortes de traitements du signal et en particulier maintenant beaucoup de techniques à partir du machine learning et du deep learning, donc un peu d'intelligence artificielle ici pour nous aider à extraire les paramètres les plus importants qui vont nous permettre en fait de contrôler ce bras robotisé. Donc ça, c'est un système où l'électronique ici est, je dirais, unidirectionnelle, c'est-à-dire on prélève l'information et ensuite, à partir de cette information, on la décode pour contrôler quelque chose à l'extérieur du corps. Mais ce qui devient plus intéressant sont les systèmes dits bouclés, où là, en fait, on va boucler dans le corps lui-même. C'est-à-dire que dans ce dispositif ici, c'est un des seuls systèmes bouclés vraiment que l'on a aujourd'hui en clinique, c'est le système NeuroPace, qui est en fait un système pour aider au traitement et à la négociation en fait, des crises d'épilepsie. Et donc c'est un système qui va mesurer l'information cérébrale, donc mesurer le potentiel risque d'une crise épileptique. Et lorsqu'elle est détectée, alors un deuxième implant, donc il y a deux implants dans le système, il y en a un de mesure et un de stimulation. Et lorsqu'on détecte avec ce système une crise d'épilepsie, alors on peut utiliser le deuxième implant en stimulant pour bloquer la crise. Donc là, c'est un système bouclé puisque tout se passe à l'intérieur du système implantable. Donc vous avez un premier système qui mesure, l'information va sur le boîtier avec l'électronique,
il y a un process de l'information, un décodage de l'information, puis un encodage de la nouvelle information qui va venir délivrer des impulsions électriques pour bloquer le système. Donc ça, c'est vraiment un système où beaucoup de technologies maintenant de neuroprothèses et de technologies implantables va essayer d'aller, c'est pour qu'on puisse en fait en temps réel moduler et activer l'information. Donc c'est plus des protocoles de thérapie non plus qui sont on-off, c'est des choses qui vont être réglées en temps réel en fonction de la réponse du patient. Donc, au niveau pour pouvoir développer ces systèmes et les déployer au niveau des différentes thérapies qui sont envisagées avec les systèmes implantables, évidemment, il y a plusieurs enjeux technologiques. Le premier est en fait le design même de l'électrode, ça on en a déjà parlé, donc la miniaturisation et leur intégration sur le long terme dans le système nerveux. L'électronique implantable est un des gros morceaux. Donc là, on va parler maintenant souvent de system on chip, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas juste un circuit intégré, mais on aura plutôt une puce qui aura multiples fonctionnalités. Donc on aura peut-être plusieurs puces même pour faire le même système sur un système complexe sur un élément miniaturisé en silicium. Le challenge, il est aussi au niveau de l'énergie, au niveau de la puissance que l'on peut utiliser dans ces systèmes implantables. On n'a pas beaucoup de place disponible pour mettre les batteries. Les batteries n'ont pas non plus une puissance illimitée à générer et elles ont aussi surtout une durée de vie fixe. Donc ça, ce sont des points importants. Il y a beaucoup de recherche aujourd'hui qui est nécessaire pour développer la prochaine génération de batteries et d'alimentation. Et la télémétrie est aussi un gros problème, en particulier lorsqu'on fait de la mesure, parce que si on fait de la mesure de l'information neuronale, c'est une information qui est très riche, et donc il faut faire ce qu'on a du sampling, ça on va en parler dans une minute, donc on va détailler l'information en petits temps, et plus on va avoir d'électrodes, plus on va avoir de signaux à collecter, plus on va devoir transférer ces données et avoir des quantités de données énormes à transférer. Et donc la télémétrie, du coup, devient compliquée. Donc il faut trouver des techniques pour compresser l'information et ensuite la décompresser pour pouvoir l'exploiter. Donc là, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Le packaging est un autre point très important. Donc quelle doit être la forme et les dimensions du boîtier dans lequel on va implémenter cette électronique. Quel connecteur, ça c'est des choses qui ne sont pas très... je dirais sexy, les gens n'aiment pas trop parler des connecteurs, mais en fait c'est un des points clés des systèmes implantables, puisque quand vous avez l'électrode d'un côté et le boîtier électronique de l'autre, il faut quand même un connecteur entre les deux pour que les deux se parlent. Et donc aujourd'hui, les technologies des connecteurs sont très limitées, il n'y a que quelques canaux qui sont disponibles, donc le nombre de canaux d'information qui sont disponibles pour les systèmes complètement implantables, et du coup ça limite un petit peu aussi le nombre d'électrodes qu'on peut avoir. Et évidemment, la durée de vie du système est importante. Donc, la plupart des applications en neurotechnologie implantable aujourd'hui on part sur des dispositifs qui vont être avec le patient pour plus d'une dizaine d'années, voire 20, 30, 40, en fonction de l'âge auquel le patient est implanté. Juste le petit rappel, les implants cochléaires aujourd'hui sont implantés chez les bébés, donc ça veut dire qu'il faut que la durée de vie là, du dispositif implantable soit la même que celle de l'enfant jusque tout au long de sa vie. Donc là, on parle de même 60-70 ans de stabilité. Donc le packaging ici a un rôle très important sur la durée en fait, de l'utilisation du dispositif. Et enfin, le dernier enjeu technologique, c'est vraiment qu'est-ce qu'on fait des données. Il y en a une grande quantité qui est générée pendant l'utilisation de ces dispositifs. Donc, comment est-ce qu'on la stocke, comment est-ce qu'on la processe. Donc, il y a beaucoup de travaux qui sont faits en traitement du signal maintenant sur des technologies pour encoder, compresser, décompresser, décoder les systèmes et enfin transmettre les données. Donc aujourd'hui, on va surtout parler des deux aspects en bleu, donc sur l'électronique, comment est-ce qu'on design un système d'électronique implantable et quelles sont les options aujourd'hui de packaging qu'on a pour développer ces technologies. Alors, du coup, on va revenir tout pas à pas pour faire la partie électronique. Donc, le matériau essentiel pour tous ces composants, c'est le silicium. Le silicium, c'est un matériau
que l'on peut utiliser de manière cristalline et qui a des propriétés semi-conducteurs essentielles pour le développement d'un composant qui s'appelle le transistor. Et c'est à partir du transistor qu'on peut faire tous les circuits intégrés. Le transistor a été développé à la fin des années 50. Et ensuite, on a les premiers circuits intégrés qui sont en fait des combinaisons de transistors qui ont commencé à être développés. Et il y a un point important qui a été développé par M. Moore aux États-Unis, qui a fait une prédiction, qui a dit que, en gros, avec les progrès technologiques sur le développement des dispositifs à base de silicium, le nombre en fait, de transistors par puce devrait doubler tous les 2 ans. Donc ça veut dire qu'en gros, pour le même millimètre carré, on va avoir 2 fois plus de transistors tous les 2 ans. Et en fait, il y a plein d'études qui montrent, donc là ce sont des exemples de données qui montrent qu'effectivement c'est ce qui se passe. Et en fait, donc ça veut dire qu'on a de plus en plus de transistors sur une puce, ça veut dire qu'on fait de plus en plus de fonctions sur une puce donnée. Et ça, c'est permis parce qu'on arrive à faire des progrès technologiques pour miniaturiser. Dans un transistor, c'est un petit peu comme une résistance. Donc, vous voulez faire passer un courant dans une résistance, mais avec un robinet. Dans une résistance, normalement, vous appliquez une tension, le courant va passer dans votre résistance. Si la tension augmente, il y aura plus de courant. Dans un transistor, vous allez avoir un troisième élément, donc un peu comme un robinet, et en fonction de l'ouverture du robinet, vous allez contrôler le flux du courant dans votre élément. Donc la fonction du transistor, c'est vraiment de pouvoir moduler l'information qui va passer entre ces 2 éléments du dispositif. Et en fait, donc entre ces 2 éléments, c'est ce qui s'appelle le canal du transistor, et on va essayer de réduire en fait les dimensions du canal. Et ici, ce sont des photos en fait à transmission électronique pour vous faire voir qu'on arrive à miniaturiser. Et aujourd'hui, on a des nœuds, donc au niveau du bloc élémentaire du transistor, qui sont de l'ordre de 32 nanomètres. Donc on est vraiment, vraiment tout petit, mais ce qui nous permet d'avoir une intégration à partir de milliards maintenant de transistors sur une même puce. Donc pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce qu'en fait, il faut qu'on arrive à définir des circuits qui vont nous permettre d'extraire ces informations. Donc on a vu que le signal neuronal, on a des signaux qui vont avoir différentes formes et différentes réponses temporelles. Donc on va avoir des signaux qui sont assez basse fréquence, donc comme les potentiels de champ locaux, donc qui sont typiquement de l'ordre autour de la centaine de Hertz, avec des amplitudes de l'ordre de la centaine de microvolts. Et puis, si on veut avoir l'information plutôt de 1 neurone, donc on a vu, ça s'appelait les potentiels d'action. Donc là, on a une réponse en fréquence qui est un peu plus élevée, qui est de l'ordre du kilohertz, avec aussi des amplitudes qui sont assez finalement similaires à celles des LFP. Mais là, ce qui est important, c'est la partie fréquentielle. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on ait une électronique qui va nous permettre de mesurer à la fois des signaux qui sont en basse fréquence et d'autres qui sont plus haute fréquence. Ou alors, on peut décider de se concentrer sur des signaux qui sont que haute fréquence, que sur les spikes, et donc on va filtrer les signaux basse fréquence. Donc ça veut dire qu'on va avoir besoin de filtres, en particulier de filtres passe-haut, qui vont nous permettre de laisser passer l'information pour mieux l'extraire. L'autre chose à prendre en compte aussi, c'est que lorsqu'on met une électrode dans le cerveau, on va avoir, elle n'est pas forcément, le potentiel, il ne va pas être forcément centré sur 0. Souvent, on a ce qu'on appelle un offset, un décalage en fait, de la valeur moyenne de la tension de ce potentiel, et qui peut avoir quelques dizaines de millivolts. Et donc ça, ce sont des paramètres importants à prendre en compte pour le design de votre circuit électronique qui, lui, va fonctionner avec une alimentation fixe. Donc ça, ce sont des paramètres à prendre en compte. Donc qu'est-ce que les circuits qu'est-ce qui va être inclus en fait sur ces circuits intégrés? Donc là, vous avez une image, une photo en fait d'une puce de silicium qui a une vingtaine d'années, 2003. Donc tout ce rectangle ici, il fait à peu près 5 par 6 mm. Donc pour vous donner aussi une idée des dimensions. Et en fait, il y a plusieurs structures que là, à l'œil, vous pouvez juste distinguer qu'il y a différentes formes et géométries. Et en fait, elles correspondent à différentes fonctions du circuit sur la puce.
Donc dans un circuit de mesure, donc quand on veut mesurer l'information neuronale, vous allez avoir, d'abord on va amplifier le signal puisqu'on a vu que ces signaux ils sont typiquement de l'ordre de la dizaine, centaine de microvolts, donc c'est assez facile de les perdre en fait dans le bruit environnant. Donc on va avoir de l'amplification, on va toujours filtrer aussi assez tôt dans la chaîne de traitement de l'information pour enlever les bruits qui sont liés par exemple au rythme cardiaque, à la respiration, mais aussi aux parasites comme le 50 Hz, ce genre de choses. Ensuite, on va digitaliser le signal. Donc, au lieu de travailler avec une information en continu, on va la convertir en 0 et 1, en bits, en fait. Donc, on va digitaliser qu'il y a un système de compression de l'information qui va être plus efficace pour processer l'information. On va essayer ensuite d'avoir des circuits qui vont nous permettre d'extraire certains paramètres, comme par exemple détecter quand est-ce qu'il y a des spikes, le nombre de spikes qu'il y a, etc. Et ensuite, une fois que l'information est un petit peu prédigérée, si vous voulez, on va la transmettre. Dans la puce, il y a aussi un système qui nous permet de gérer l'alimentation, c'est-à-dire que lorsqu'on connecte une batterie, une alimentation à une puce, elle ne va pas fonctionner immédiatement. Il y a un circuit spécifique qui va nous permettre de convertir l'énergie qui vient de la batterie en une énergie utile pour la puce. Les deux challenges que tout ingénieur électronicien va essayer auquel la personne est confrontée, ça va être un problème de puissance. On n'a pas accès à une infinité de watts quand on fait de l'implantable. Et on n'a pas accès non plus à des mètres carrés de surface de silicium. Donc en fait, on va toujours essayer de minimiser la puissance requise pour faire fonctionner le circuit. Donc là, on parle idéalement du milliwatt, idéalement même de la centaine de microwatts si on y arrive. Et la place, donc la taille de la puce, plus on est petit aussi, plus ça sera intéressant au niveau du système implanté lui-même, puisqu'on aura une dimension réduite. Donc évidemment, il faut faire des compromis quand on fait tous ces... Parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte lorsqu'on fait le design de ces circuits. Un point important, c'est l'optimisation de l'impédance d'entrée de votre circuit. Donc, on a parlé beaucoup d'impédance de l'électrode dans les cours précédents, qui vous donnait le positionnement en fait, électrochimique de l'électrode. Il faut que l'impédance d'entrée de l'amplificateur soit plus élevée pour qu'on puisse mesurer de manière efficace le signal, le potentiel neuronal. Ensuite, on va devoir définir quel type d'amplification on veut. Donc évidemment, si vous faites un amplificateur avec un gain de 1 ou un gain de 150, vous n'allez pas avoir la même place et la même utilisation du silicium sur le circuit. Même chose, quelle bande de fréquence on veut sélectionner pour faire notre mesure. Est-ce qu'on veut être basse fréquence? Est-ce qu'on veut faire basse et haute fréquence? Est-ce qu'on veut que faire haute fréquence? Donc tout ça, ça a une implication sur le design du circuit. Ensuite, il faut pouvoir avoir une électronique qui est suffisamment agile pour pouvoir fonctionner dans une bande de tension assez grande, puisqu'on a typiquement des signaux qui sont de l'ordre qui peuvent être de l'ordre de la dizaine de microvolts pour les spikes, voire 1 ou 2 millivolts si on utilise des LFP. Donc il faut que votre électronique puisse fonctionner dans ces bandes de tension relativement larges. Et ça devient extrêmement important en fonction de la définition aussi de votre décalage, de l'offset en fait, de la structure. Parce qu'on peut avoir un dispositif électronique qui va fonctionner très bien sur 100 millivolts, mais en fait c'est moins 50 plus 50 millivolts. Si votre système il est décalé, il n'est pas du tout centré sur le zéro, vous allez en fait aller sur les problèmes de saturation de votre électronique. Point important, donc ça je l'ai déjà mentionné, c'est de minimiser aussi les interférences. Quand on fait de l'électronique, dans n'importe quelle pièce, il y a des néons en général, et il est très facile pour le circuit de détecter les 50 ou 60 Hz si on est aux États-Unis. Donc il faut intégrer en fait ces systèmes de filtres pour enlever ces bruits potentiels dans les signaux à mesurer. Et enfin, le dernier paramètre à optimiser ou à prendre en compte dans le design, c'est absolument minimiser l'échauffement thermique donc,
de la puce. Quand on utilise de l'électronique, vous avez même tous dû voir quand vous avez un ordinateur ou votre téléphone portable, il chauffe une fois quand vous regardez une vidéo et autres. Plus on requiert la puce, plus on la fait travailler, plus il va y avoir du courant qui circule dans la structure, donc plus on a un effet Joule et donc ça chauffe. Et donc quand on fait de l'implantable, on doit absolument se restreindre à un budget thermique qui est typiquement maximum 1, voire 2. 2, c'est vraiment la limite. Mais on essaie toujours de viser une augmentation de température de 1 degré, et pas plus, parce que sinon on risque d'endommager les tissus biologiques. Donc, quelles sont les étapes en fait quand on construit, quand on design ces circuits intégrés? Donc on fait du pas à pas. D'abord, on va choisir quelle technologie de transistor on va vouloir sélectionner. Donc le transistor par défaut, c'est le transistor MOS, qui a un M, c'est le métal oxyde semi-conducteur. Donc en fait, c'est un dispositif qui est intégré sur le silicium. Ici, vous avez une vue en coupe. Ça, c'est du silicium. Les N correspondent à du dopage. Ça, c'est pour l'instant pas important pour le cours. Mais la zone importante, c'est ce petit canal ici, qui est contrôlé par sa taille, sa longueur L et sa largeur W. Et c'est à partir de ces dimensions-là qu'on va pouvoir contrôler le courant qui passe dans le transistor. Une fois qu'on sélectionne la technologie, ça veut dire en gros le type d'industrialisation finalement qu'on va utiliser pour faire ces circuits. Ensuite, on va combiner différents types de circuits élémentaires, donc avec plusieurs transistors. Donc ça, c'est le symbole d'un transistor. Vous pouvez en intégrer plusieurs et faire des signaux, des circuits pour amplifier, pour filtrer, etc. Une fois que vous avez vos circuits élémentaires, on va les intégrer dans une certaine architecture pour avoir une fonction. Donc ça, on a par exemple un système bouclé ici avec un amplificateur opérationnel. Donc à l'intérieur de cette boîte, on a plusieurs de ces circuits élémentaires. Et une fois que vous avez l'architecture de votre circuit, vous pouvez alors concevoir votre système. Et donc dans le système, vous allez avoir plusieurs blocs d'architecture qui vont être intégrés ensemble. Donc ça, c'est vraiment le chemin pas à pas pour faire votre puce finale, tout le système intégré. Un point important quand on design un circuit, et souvent c'est pas évident, c'est pas la première chose à laquelle on pense, c'est en fait les interconnexions métalliques. Tous les composants électroniques doivent être reliés entre eux par un conducteur électrique. Et ces conducteurs sont des métaux. Et donc ça veut dire que lorsqu'on fait des circuits électroniques ici, quel que soit le nombre de transistors en fait, donc ça c'est une puce aussi vue de dessus avec plusieurs, qui fait quelques millimètres carrés, mais en fait on a des interconnexions métalliques sur plusieurs niveaux. Donc ici vous avez une représentation en 3 dimensions, donc en gris ce sont les couches métalliques qui sont connectées dans le plan mais aussi dans la profondeur de la puce. Et on a en fait facilement des centaines, voire des kilomètres de longueur de fil ou d'interconnexion à l'intérieur d'une puce. Donc c'est une structure. Donc le métal aussi là est très important. Il n'y a pas que le silicium dans la puce silicium qui est importante. Toute la partie métallique est extrêmement dense et doit être optimisée aussi. Donc je ne vais pas vous faire le détail de tous ces circuits, je vais juste vous donner un peu des notions sur voilà, quels sont les types de fonctions qu'on va essayer de développer et pourquoi. Et en fait, un des paramètres importants, c'est qu'en combinant plusieurs transistors, on peut faire ce qu'on appelle des miroirs de courant, on peut augmenter ou moduler les valeurs des courants qui circulent dans le circuit en jouant en fait sur la géométrie du transistor. Donc ça, c'est des paramètres auxquels a accès le designer de circuit pour faire ces dispositifs. Donc une fois que vous avez fait le premier amplificateur, donc ça c'est un étage élémentaire d'un circuit, on reçoit le signal ici parce que la borne d'entrée, et ensuite on va l'amplifier, et ensuite on a un deuxième niveau qui va nous permettre de filtrer l'information. Donc là, en fonction des paramètres des capacités et du choix des transistors que vous utilisez, vous pouvez optimiser ou sélectionner le gain et le domaine de fréquence de fonctionnement de votre dispositif. Ensuite, un paramètre qui est important et que l'ingénieur électronicien va toujours chercher à minimiser, c'est le bruit
qui est inhérent en fait au dispositif. Donc il y a toujours un bruit qui existe lorsqu'on fabrique des transistors. Il y a plusieurs normes, il y a plusieurs paramètres auxquels on va essayer de comparer les performances des dispositifs. Le nef en est un, c'est un paramètre qui est sans unité, mais il est en fait fonction du courant total qui va circuler dans votre circuit, de la bande de fréquence, et puis des différents niveaux des composants dans le circuit. Donc on va chercher à minimiser la valeur du nef pour que votre circuit en fait ne soit pas susceptible et ne génère pas de bruit qui pourrait en fait polluer le signal neuronal qui est le point d'intérêt. Donc ça c'est pour tout ce qui était on acquiert le signal et on va l'amplifier. Mais l'étape d'après, ça va être de digitaliser le signal, c'est-à-dire convertir le signal analogique en un signal digital. Donc là, en fait, il y a une technique de digitalisation qui est en fait, si notre signal, qui est le signal vert, donc c'est le signal analogique, c'est celui qu'on va mesurer avec les électrodes, là, on va essayer en fait de le définir en un échéancier temporel. Donc on va couper dans l'espace-temps en fait la valeur du signal et on va lui donner des représentations en code qu'on appelle binaire ici, qui est avec des représentations qu'avec des 0 et des 1. Et donc là, il y a tout un tas de théories sur ces conversions analogiques digitales de l'information. Il y a un théorème qui est important ici, qui dit que si on veut échantillonner un signal, c'est-à-dire le digitaliser sans perdre l'information, il faut que la fréquence à laquelle on le digitalise, donc à laquelle on le saucissonne, si vous voulez, dans le temps, il faut que sa fréquence soit 2 fois la fréquence maximale de l'information. Donc si on utilise ce type de référence, on peut maximiser le transfert de l'information. Donc si on utilise donc ça c'est un signal typique que l'on va acquérir pendant la mesure. On peut faire cette digitalisation, donc on va couper dans l'échelle des temps en fait, pour digitaliser cette information. Maintenant, ça fonctionne assez bien si on fait ce qu'on appelle une quantification linéaire avec un signal qui n'a pas trop d'événements exceptionnels. Si en revanche on a des signaux qui, comme les spikes, comme les potentiels d'action arrivent de manière très soudaine et ont un niveau d'amplitude très très supérieur, en fait, si on digitalise de manière linéaire un signal qui va partir très rapidement et qui a beaucoup d'amplitude, en fait, on va perdre l'information si on fait cette quantification linéaire. Donc, il y a d'autres méthodes qui nous permettent en fait de faire ce qu'on appelle des quantifications sur plusieurs niveaux ou non linéaires, où en fait, au lieu de couper l'information temporelle avec des delta t constants, on va en fait moduler le signal dans le temps pour avoir plus d'informations sur quand le signal va être au maximum. Et donc avec ça, on arrive en fait à retrouver et à mieux encoder l'information. Donc si on reprend le schéma en fait de l'électronique, donc dans un premier temps, le signal de l'électrode arrive sur l'amplificateur. Ici, c'est la puissance, pour vous donner une idée de la puissance typique qui est consommée pour faire ces actions. Donc là, dans ce cas particulier, ça consommait quelques microwatts. Donc on amplifie, on digitalise. Donc là, on parle d'un ADC, donc c'est un convertisseur analogique digital. Donc là, on va aussi consommer de l'énergie, évidemment, pour faire cette étape. Donc à nouveau quelques microwatts. Et ensuite, les étapes suivantes, ça va être de compresser l'information. Donc là, il y a un autre type d'électronique qui va être mis en œuvre. Et une fois que le signal est compressé, on va pouvoir le transmettre avec un taux de données beaucoup plus faible qu'avant la compression. Donc c'est ça le but de la compression, c'est de pouvoir intégrer l'information pour qu'on puisse, sans perdre le contenu de l'information, envoyer des données beaucoup plus compactes pour qu'on ait moins d'informations à transmettre et donc énergétiquement que ça coûte moins à l'ensemble de la structure. Donc maintenant, comment est-ce qu'on compresse? Parce que là aussi, il ne faut pas perdre d'informations, même si on a digitalisé. Maintenant, la compression, on peut aussi perdre de l'information. Et donc là, en fait, il faut choisir à nouveau un type d'échantillonnage et
il y a un nouveau théorème toujours de Shannon et Nyquist qui nous indique qu'en échantillon à taux suffisamment élevé, les données peuvent être reconstruites. Donc une fois qu'elles sont digitalisées, on peut à nouveau les échantillonner, mais pas à n'importe quel taux. Et là, en fait, ici, on a dans ce tableau des signaux électriques, bioélectriques classiques, donc comme les potentiels d'action. Les EMG sont l'activité musculaire. EKG, c'est le rythme cardiaque, le signal musculaire du cœur. Et EEG et ELFP sont les signaux neuronaux. On connaît la bande typique de fréquence de ces signaux. Donc, c'est ce qui nous permet en fait de définir à quel rythme il faut les échantillonner les données pour pouvoir les intégrer ensuite dans le système. Plus récemment, il y a beaucoup, dans le domaine de la recherche aujourd'hui, il y a énormément de travaux sur ces techniques de compression, en particulier la compression par ondelette qui permet vraiment d'optimiser en fait le compactage, la compression des informations et leur décompression. Mais je vous le donne ici comme pour information, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc en fait, si on regarde toute la chaîne dont on a parlé au niveau de l'électronique, donc simplement pour l'instant pour faire l'électronique de mesure, on a mesuré un signal à partir donc des électrodes, on l'amplifie, on le digitalise, il passe par des filtres et ensuite on a la partie de traitement un peu d'information, sa compression, et ensuite il est transmis par une radio. De l'autre côté, donc, dans des systèmes comme ça, donc quand on est dans un brain-machine interface, ça veut dire qu'ici, on a un boîtier récepteur à l'extérieur du corps, donc qui est receveur, qui va recevoir le signal transmis par l'implant. Ensuite, ce signal, il va être décompressé, donc on va avoir en fait le module inverse de la compression qui était dans l'implant. Là, on va décompresser le signal afin de retrouver l'information brute et pouvoir à nouveau la traiter et l'utiliser comme pour une source de commande pour un dispositif, un actionneur, un bras robotisé, etc. Maintenant, il y a un autre module électronique qui est important, c'est si on veut faire un système bouclé, on aura besoin de mesurer, mais on a aussi besoin d'un retour qui va être un circuit d'électronique de stimulation. Donc on a vu, quand on a parlé des électrodes, qu'il y a différentes manières de stimuler le système nerveux avec des formes d'impulsions électriques diverses et variées, mais souvent on sera toujours constant au niveau des charges, donc on a toujours une phase cathodique et une phase anodique du signal de stimulation. Et donc en fait, il faut pouvoir concevoir des circuits électroniques qui vont nous permettre de générer ces impulsions électriques. Donc là encore, je suis consciente que c'est complexe ce genre de schéma. Là, les points importants, c'est ces deux blocs ici. C'est quand on va faire un design d'un circuit de stimulation, on va avoir deux blocs. Un qui va gérer toute la logique, c'est-à-dire la partie temporelle du signal à stimuler, et ensuite la partie plutôt analogique qui, elle, va générer les niveaux de courant qui doivent être délivrés au dispositif. Donc ça, tous ces signaux-là, tous ces systèmes-là sont évidemment à intégrer sur une puce qui sera ensuite connectée au système implantable. Donc, quand on veut faire une neurostimulation bouclée, en fait, on va avoir un système où ici, on a donc le système nerveux. On va utiliser la première boucle dont on a parlé tout à l'heure qui va nous permettre de mesurer. Alors, parfois, certains systèmes bouclés ne sont pas bouclés sur le système nerveux. Ils peuvent être bouclés aussi sur un retour sur un muscle. Par exemple, on peut mesurer l'EMG. Et c'est cette réponse-là qui va être utilisée pour déclencher une stimulation. Donc, une fois on processe l'information dans notre premier étage, notre premier système de mesure, là, on a une boucle de computation qui va en fait exploiter l'information physiologique qui est mesurée dans le corps pour la classifier et définir quelle est la réponse à donner pour boucler le système, c'est-à-dire pour envoyer la bonne stimulation à la bonne fréquence à nouveau dans le système nerveux. Donc c'est ce système bouclé ici. En clinique, donc je vous ai parlé du système NeuroPace en introduction du cours. Donc ça, c'est un des rares systèmes bouclés qui existent aujourd'hui en clinique dans le cadre du traitement de l'épilepsie.
il est basé sur 4 canaux. Donc là, on a 4 électrodes de mesure qui vont mesurer des LFP, donc les signaux de champ à la surface du cortex. Et ensuite, il y a une deuxième électrode qui est là, une électrode qui est insérée dans le cortex, donc un peu comme une DBS, mais elle reste au niveau du cortex, et qui, elle, va délivrer en fait les impulsions électriques en réponse de l'information qui a été détectée par le dispositif. Tout ça est intégré dans le petit boîtier qui, lui, est placé juste au niveau de la boîte crânienne. Il y a deux autres systèmes bouclés qui ont été développés. Ces deux boîtiers, ça ressemble vraiment à un boîtier que vous allez trouver sur les boîtiers d'un cardiac pacemaker. Donc ça, c'est pour deux applications qui sont liées, une à l'épilepsie et l'autre à Parkinson, où là, en fait, on a une électrode profonde qui va être insérée dans le cerveau, et il y a certaines des électrodes qui vont être non pas utilisées pour la stimulation, mais pour la mesure. Donc en fait, dans ce cas-là, dans le Aspire, on a un seul canal, et là, lui, il va être utilisé pour stimuler le nerf vague, en réponse pour faire le contrôle des crises épileptiques, en fait. Et puis, dans le cadre du Percept de Medtronic, qui est développé dans le cas de Parkinson, où là, on a la mesure de 6 canaux qui vont en fait permettre d'affiner les paramètres de la modulation dans le système, dans le cerveau. Alors, ça, c'est pour ce qui se passe en clinique. Maintenant, au niveau recherche, il y a aussi des développements pour essayer d'intégrer en fait l'électronique sur ces systèmes. Donc là, on a fait une étude il y a 2 ans avec mon collègue Qiuting Huang qui est à Zurich, qui lui est un électronicien, donc il a designé en fait un système qui nous permet en fait d'être ultra miniaturisé. Donc ça, c'est un système, maintenant aussi, j'ai mis une photo pour que vous ayez une vue plus concrète de qu'est-ce que c'est que ces circuits. Donc ici, ça fait, l'échelle ici, c'est 1 cm. Donc vous avez la PCB, elle fait 1 cm sur 1 cm, et elle est repliée. Donc on en a 2. Sur chacune de ces petites PCB, on a en fait un système on chip, donc une puce en silicium qui est ici dans un petit package, donc vous ne voyez pas le silicium à vif, je dirais. Mais dans ce système-là, il y a toute la partie électronique dont on vient de parler. Donc dedans, il y a un système pour faire la mesure du signal et il y a un système pour stimuler. Donc on a un système bouclé ici. Et dans cette application particulière, en fait, on avait les capteurs qu'on utilisait, c'était des électrodes qui étaient insérées dans le muscle. Donc là, on avait 9 électrodes qui mesurent l'EMG, donc une information du muscle. Et le système de stimulation, on utilisait des diodes électroluminescentes. Donc ça, on verra la semaine prochaine quand on va parler de l'optogénétique et de l'utilisation de la lumière pour moduler l'activité neuronale. Et donc là, ici, avec l'électronique implantée, pas implantée, pardon, l'électronique de commande du système, on pouvait contrôler le temps et l'intensité de nos diodes électroluminescence en fonction de l'information qu'on mesurait sur le muscle. Donc c'est vraiment un exemple d'un des premiers systèmes bouclés où tout ce système-là est intégré sur une plateforme qui fait 1 cm². Alors là, on n'est pas complètement implantable. Pour l'instant, le système ici, il a été développé pour faire un système qui est portable. Donc en fait, on connecte l'implant au niveau de la boîte crânienne et ensuite on a des fils qui vont de manière sous-cutanée vers les muscles et les parties du système nerveux qui nous intéressaient. Mais c'est un exemple en fait de miniaturisation du système. Et enfin, pour contrôler pendant les expériences, on avait une tablette et sur ces tablettes, on a différents paramètres que l'on pouvait régler en temps réel pour contrôler en fonction de ce qu'on mesurait, contrôler et valider les paramètres de stimulation. Donc ça, c'est un exemple de projet qui est donné aujourd'hui et développé aujourd'hui dans les laboratoires. Donc on n'est pas encore en clinique, l'optogénétique n'est pas en clinique non plus, donc, mais c'est pour vous donner une idée des avancées qu'on peut faire. Maintenant, on a les deux systèmes ici qui sont découplés. L'étape d'après, en fait, c'est de tout mettre sur la puce. Donc ici, c'est un travail qu'on fait avec ma collègue Masa Chouaran à l'EPFL, où ici, elle design des puces également. Donc ça, c'est une puce qui fait 4 par 2 mm,
sur lequel on a les deux systèmes. On a des systèmes de mesure, donc là, elle a à l'intérieur de ce système ici, on a la partie de mesure de l'information avec 256 canaux. En fait, on répond à une matrice de 16 par 16 électrodes. On a toute la partie traitement de l'information, digitalisation, etc. Et de l'autre côté de la puce, on a 4 canaux de stimulation pour stimuler le système nerveux. Et en plus de cette interface, l'expertise de Massa, c'est d'intégrer aussi du machine learning, donc un peu d'intelligence artificielle au niveau de la puce. Ce qui veut dire que, en fait, si on arrive à tout faire au niveau des millimètres carrés de silicium, on a une puissance en fait de process de l'information qui est inégalée. Et on ne perd pas de temps en transmettant off-board et en retransmettant à l'intérieur du système implantable. Donc là, l'idée, c'est vraiment de tout optimiser sur ce système, la mesure, le process, le machine learning pour faire de la détection de signaux, afin de délivrer une modulation la plus précise en fait, possible de l'information pour le système nerveux. Donc la puce est très petite, ici on est à moins de 4 mm², et au niveau de qui fabrique ce genre de dispositif, donc en fait, nous en tant que chercheurs, on va faire le design du circuit, mais ce n'est pas dans les universités qu'on va fabriquer la puce elle-même, puisque ces technologies-là, elles ont besoin, comme ce qui est indiqué ici, de la technologie 65 nanomètres, donc on n'a pas des salles blanches qui nous permettent de faire ce type de technologie. Donc là, on doit travailler avec les fournisseurs classiques du domaine de la microélectronique, et en particulier TSMC, qui est un des fabricants clés en microélectronique aujourd'hui. Donc ça vous donne un exemple de type de puce. Donc là encore, c'est la puce toute seule. Mais la puce toute seule, on ne peut pas l'utiliser encore dans un système. Et donc ça, je vous ai mis cette image-là aussi pour que vous ayez une image concrète des étapes encore qui nous restent à franchir avant qu'on ait un système complètement implanté. Lorsqu'on développe la puce, elle va être intégrée sur une grosse plaque de test ensuite, puisqu'on va on va d'abord vérifier comment elle fonctionne, cette puce, avant de l'implanter. Donc on a cette grosse plaque. Dans notre puce, elle fait que quelques millimètres carrés, mais on a besoin de plusieurs dizaines de centimètres carrés pour ensuite faire l'évaluation et le test. Et à partir de là, on peut ensuite connecter. Donc là, il y a un petit connecteur qui va vers notre implant. Donc ça, c'est une photo d'un autre implant qu'on va positionner à la surface du cortex ici d'un rat, qui est un des modèles animaux qu'on utilise régulièrement. Et donc on fait tout ce test-là pour voir si effectivement la puce va pouvoir délivrer des impulsions électriques que l'on attendait, et si on peut également mesurer l'information neuronale. Donc ça, ce sont des étapes, en fait, quand vous faites le développement technologique, ce sont les étapes nécessaires pour faire vos validations. Donc là, on a une puce, on sait qu'elle fonctionne. Maintenant, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va miniaturiser tout le système autour qui nous permet de connecter la puce à l'électrode. Donc on a encore du chemin à faire, mais il y a beaucoup de progrès qui sont liés qui avancent dans cette dynamique. Enfin, au niveau électronique, le dernier point qu'il faut qu'on mentionne, c'est comment on transmet l'information et dans quel domaine on a le droit de domaine de fréquence qui est le plus intéressant pour transmettre l'information. Donc en fait, il y a une première chose à prendre en compte, c'est que le corps absorbe l'énergie électromagnétique. Donc, on ne va pas utiliser n'importe quelle gamme de fréquences si on veut transmettre soit de la puissance, soit des données. Et donc ça veut dire que, donc ici je vous ai mis les 3 bandes de fréquences en fait, qui sont le plus utilisées, donc qui vont de la dizaine de mégahertz jusqu'à 2 gigahertz. Et en fait, le choix de ces dimensions vont être en fonction de l'absorption en fait, et de la pénétration de ces ondes dans le tissu. Et elles vont être aussi guidées par la taille des bobines, la taille des antennes en fait, qui vont être nécessaires pour transmettre cette information. Donc en fait, par exemple, ici vous avez une photo d'une bobine externe qui fait 85 mm, donc c'est gros, c'est 8 cm. Donc ça veut dire que si vous devez avoir un système qui fonctionne dans cette bande de fréquence, ici à 13 MHz, il faut que vous ayez la place en fait, pour pouvoir y mettre une bobine qui ait cette géométrie. Donc ça, c'est des points qui sont importants
dans le design en fait, du système implantable, de pouvoir savoir dans quelle gamme de fréquences on va utiliser. Et là encore, c'est une histoire de compromis entre ce qui va être le mieux transmis, le moins absorbé, et au niveau espace, qui va tenir dans en fait, la structure que l'on veut développer. Oups. On a aussi une optimisation à faire au niveau radio. Donc il y a des gammes de fréquences en fonction des pays. Alors dans le domaine biomédical, en règle générale, les gens sont à peu près accordés pour être autour des 2 GHz et des 400 MHz, indépendamment de la région, mais ce n'est pas complètement anodin, donc il faut aussi prendre ça en compte. Et l'autre paramètre qui est important, ça va être aussi en fonction du type de transmission qu'on va utiliser, on va consommer plus ou moins d'énergie. Et donc, le dernier paramètre qui va être à optimiser, ça va être de quelle est la consommation en puissance de notre transmission pour un certain nombre de données transmises. D'accord ? Donc là, il y a plein de sortes de technologies qui sont utilisées. Une qui est assez classique, c'est le Bluetooth Low Energy, que vous allez aussi avoir sur beaucoup de nos dispositifs électroniques aujourd'hui. Ça fonctionne typiquement à 2,4 GHz. Donc ça donne une idée aussi de où on peut se positionner. Donc là, on a fait le tour un petit peu, on a couvert tous les blocs en fait, élémentaires électroniques pour faire notre système implantable. Donc maintenant, je vais vous donner deux exemples de à quoi ça ressemble réellement sur des systèmes qui sont aujourd'hui développés. Donc le premier système qui intègre un maximum des fonctions dont on a parlé aujourd'hui, c'est le système WIMAGINE qui a été développé au CEA à Grenoble il y a quelques années. Et c'est un système qui permet de faire de la mesure corticale. Donc c'est une électrode ici que vous voyez qui est positionnée ici. Donc elle a 64 contacts. Les électrodes, elles sont assez grosses, elles sont de l'ordre de plusieurs millimètres. Et elles sont déposées à la surface donc, du cortex. Donc on fait une craniotomie pour ouvrir le crâne, positionner l'électrode. L'électrode va mesurer donc des potentiels de champ à la surface du cerveau. Et ensuite, l'innovation technologique de ce système, donc ça c'est la vue de dessous, donc le cerveau il est connecté à ces électrodes. Ça c'est la vue de dessus, donc on retrouve le boîtier ici en titane qui va contenir l'électronique. Et en vue en coupe, une fois que le système est implanté, on a en fait donc les électrodes qui sont ici, les petits points blancs, en contact avec le cortex. Et en fait, le petit boîtier ici qui fait quelques millimètres d'épaisseur, il contient toute l'électronique, donc la PCB et la batterie, etc. Et ensuite, pour mettre en avant ce dont on vient de parler avec la taille de l'antenne, donc là, c'est les antennes qui sont utilisées pour la communication du dispositif. Donc là, on est tous en fil. Donc le système est complètement autonome. Donc là, c'est l'architecture et le schéma fonctionnel du système WIMAGINE. Et il a 2 systèmes de communication. Ils alimentent le système dans la gamme de 13 MHz. Et puis, ils vont communiquer, donc envoyer les données dans la gamme de fréquences de 400 MHz. Donc vous avez 2 bobines en fait, intégrées dans le système qui vont permettre cette transmission d'informations. Donc ça, c'est un premier système. Et le deuxième système dont tout le monde se pose tout plein de questions aujourd'hui, puisque c'est le dispositif qui est développé par la société Neuralink de Elon Musk. Et on a très peu d'informations sur son dispositif. C'est un vrai challenge parce que c'est le premier dispositif implantable pour l'homme où il n'y a pas de revue par les pairs. Donc on a peu d'informations sur exactement ce qu'ils ont développé. Mais donc, quand ils font leur show and tell, où ils présentent l'information qu'ils veulent bien nous partager, on a accès à quelques éléments d'information et on voit que là, par exemple, dans le système tout implantable de Neuralink, on a un système qui est ultra miniaturisé cette fois. Donc, c'est aussi un système qui est au niveau du cortex. Les électrodes, elles ne sont pas cette fois en surface du cortex, mais elles sont insérées dans le cortex. Donc, c'est les petits filaments qu'on voit ici, qui sont insérés de manière robotisée à l'intérieur du cortex, qui sont reliés à ce petit boîtier qui fait 1-2 cm de diamètre. Et eux, ils ont intégré donc, dans le système de communication 3 bandes de fréquences, un pour l'alimentation, un autre pour du contrôle et la troisième pour la communication qui est le Bluetooth Low Energy pour faire leur échange.
Donc on a un système maintenant aussi qui est assez complet au niveau du dispositif de Neuralink. Donc là, on a parcouru un petit peu les éléments essentiels et puis où on en est aujourd'hui au niveau recherche et puis premier essai clinique des prochaines générations de dispositifs implantables. Maintenant, je voudrais passer la dernière partie du cours sur, une fois qu'on a fait ces dispositifs, il faut quand même les encapsuler, il faut faire le fameux packaging pour nous assurer que l'électronique reste stable sur le long terme dans le corps humain. Donc la technologie aujourd'hui qui est utilisée dans pratiquement tous les implants trouvés en clinique, ça va être celle du boîtier en titane. Donc c'est une structure rigide qui est de l'ordre, donc le boîtier en titane, c'est cette structure ici, qui est dans cette vue explosée. Donc le titane, c'est la partie ici et derrière, donc qui est une boîte que l'on va refermer. À l'intérieur de la boîte, on a la batterie et on a la PCB, qui est la partie verte, qui est une carte électronique qui a toute l'électronique dont on vient de parler. Et ensuite, il y a un dernier élément qui est le connecteur, qui est l'élément qui va nous permettre de relier l'électronique à l'électrode. Le boîtier en titane, il est refermé une fois que tous les composants sont insérés dedans et il est scellé. Donc il n'y a pas de contact, il n'y a pas de possibilité de fuite en fait dans cette structure. Donc le métal, il est scellé par laser sur tous les bords de la structure et au préalable, il est rempli aussi d'argon, donc qui est un gaz neutre qui permet aussi de maintenir la structure complètement inerte. Donc on a cette structure qui est scellée et ensuite le seul moyen d'échange de l'information avec l'électrode, donc c'est via ce connecteur qui est en fait une sorte de tube, si vous voulez, et on va insérer le connecteur de l'électrode qui va être le complément en fait de cette ouverture qu'il y a dans le système. Donc aujourd'hui, il y a en gros un seul fabricant de ces connecteurs qui s'appelle le Bolt Spring Technology et en fait qui a un système de contact uniquement par frottement, parce qu'on peut pas, il faut pouvoir déconnecter l'électronique de l'électrode. Il se peut parfois qu'il faut changer le boîtier ou il faut changer l'électrode. Donc il faut que le système puisse être déconnecté, mais on ne veut pas avoir à souder, dessouder ou au risque d'endommager ou de mettre à mal l'intégrité du système. Donc en fait, ce système Bolt Spring, on a vraiment un système où il y a un anneau métallique à l'intérieur du connecteur ici, donc sur le boîtier, et il y a un anneau métallique correspondant sur l'électrode, sur le connecteur de l'électrode qui va venir s'insérer. Et donc c'est par frottement et le contact en fait des deux pistes métalliques que le contact électrique va se faire. Donc aujourd'hui c'est le seul type de câble que l'on peut utiliser et qui maintient l'herméticité et qui entretient l'électricité la conductivité électrique du système. Le gros problème avec cette technique, c'est qu'en fait on a un nombre de contacts très limité. Donc on peut faire 8 électrodes, 2 fois 8 électrodes parfois, mais c'est à peu près tout. Donc ça ne permet pas d'aller sur de la grande densité d'électrodes. Donc l'herméticité, c'est le gros challenge aujourd'hui. Donc c'est pour ça que le boîtier titane, ça reste la référence. Donc quand on parle d'herméticité, dans le cas de dispositifs implantables, on est dans des dispositifs médicaux qui sont appelés de classe 3. Donc classe 3, c'est les dispositifs les plus contraignants au niveau régulatoire. Donc vous devez avoir vraiment une série de protocoles extrêmement contraignantes à valider avant que le dispositif soit implanté. Donc il y a plusieurs types de méthodes qui nous permettent de mesurer en fait et valider en fait l'herméticité d'un système. Et donc en particulier, on va essayer de contrôler ou de mesurer l'humidité en fait qu'il y a dans un dispositif. Et donc il faut être sûr que tout au long de la durée de vie du dispositif, qui est donc dans l'implantable de l'ordre de dizaines d'années, on doit avoir moins de 5000 10 puissance moins 6 éléments d'eau dans le boîtier. Donc c'est vraiment absolument minime.
Et il faut s'assurer donc qu'il n'y ait pas de fuite sur le long terme d'eau dans ces dispositifs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le boîtier titane avec sa technique par laser pour le sceller, en fait, pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'alternatives sur cette approche. Néanmoins, en recherche, on essaie de trouver une alternative. Donc on sait que ça, c'est l'objectif pour implanter de l'électronique. Donc on travaille beaucoup dans le domaine de la recherche sur développer des matériaux qui pourraient être très hermétiques. Alors le métal est évidemment un des matériaux qui est le plus compact et donc le plus dense et donc a priori qui est le plus hermétique, mais le métal n'est pas facilement usinable, c'est conducteur électriquement, donc si vous voulez le mettre autour de puces électroniques, ce n'est pas non plus idéal, il faut faire des couches intermédiaires. Donc on essaie de réduire les épaisseurs des matériaux barrières sans néanmoins compromettre en fait la perméabilité à l'eau, ou la résistance à la perméabilité à l'eau de ces matériaux. Donc il y a un paramètre qu'on mesure assez systématiquement, c'est le taux de transmission de vapeur d'eau. Donc c'est une unité qui est en grammes, donc la quantité d'eau par surface, donc en mètre carré, par jour, à travers les couches. Et évidemment, en fonction du domaine dans lequel on se situe, si vous travaillez dans l'industrie alimentaire et certaines parties médicales, mais au niveau non implantable, on va avoir des taux ici qui sont assez élevés. En électronique, si on va sur des matériaux, vous avez peut-être entendu parler d'électronique organique, on a maintenant beaucoup de téléviseurs qui sont à partir de OLED. Les matériaux qui sont utilisés pour faire ces OLED sont des matériaux qui sont très sensibles à l'humidité et à l'oxygène. Donc là, il y a beaucoup de travaux qui ont été développés pour faire des bonnes protections, pour faire des barrières en fait, à l'oxygène et à l'humidité dans ce domaine d'industrialisation. Donc ce qu'on essaie de faire aujourd'hui, du coup, c'est d'utiliser des recettes qui ont été développées dans un domaine qui n'est pas le domaine médical, mais qui a quand même des contraintes élevées sur ces problèmes d'herméticité, et essayer de les implémenter en fait pour essayer de développer de nouvelles stratégies d'encapsulation des dispositifs. Donc, il y a pas mal de recherches aujourd'hui qui est fait sur est-ce qu'on peut utiliser un film en couche mince, donc de quelques microns ou moins de microns, pour assurer une bonne herméticité du système. Le vrai challenge, a priori, c'est contre-intuitif, puisqu'on va dire plus c'est fin, moins ça va être hermétique, ou en tout cas dans le temps, il va forcément y avoir une diffusion en fait, à travers le matériau. Donc on essaie de trouver en fait des combinaisons de matériaux qui vont nous garantir des taux de perméabilité suffisamment faibles pour protéger en fait l'électronique. Et donc on s'oriente souvent vers une combinaison de matériaux. Donc on va essayer de combiner des thermoplastiques qui sont des matériaux qui sont assez usités dans toute l'industrie du packaging, et on va combiner des propriétés de films inorganiques qui eux en général sont beaucoup plus denses et donc peuvent permettre une meilleure herméticité. Donc il y a toute une collection de matériaux ici, c'est même pas une liste exhaustive, mais on a l'avantage, c'est que du coup on a une grande palette de matériaux que l'on peut tester pour évaluer ces systèmes. Donc, juste pour vous donner un exemple concret du type de travaux qu'on fait pour développer ce type d'encapsulation. Donc, nous, on essaie de développer ce qu'on appelle du packaging hybride dans le sens organique-inorganique, donc où on va combiner des polymères avec des matériaux inorganiques. Quand on fait ce type de travaux, il faut s'assurer qu'en fait, quand on construit les couches les unes sur les autres, qu'à l'interface entre les couches, on n'introduise pas des défauts. Donc, on a travaillé longtemps sur en fait, une technique de dépôt qui nous permet de déposer de manière alternée, une fois le matériau organique, une fois un matériau inorganique, et on garde la structure sous vide. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de contamination éventuelle aux interfaces. Et donc là, on a un système qui nous permet de déposer un type de thermoplastique qui s'appelle le parylène. Donc c'est un thermoplastique qui ressemble beaucoup au PET,
si vous voulez, au niveau du rendu. Et on utilise une technologie dite ALD, donc Atomic Layer Deposition, pour déposer le matériau inorganique. Donc là, on va faire des toutes petites couches, toutes fines. Donc on dépose de l'oxyde de titane et de l'alumine, donc de l'ordre de quelques nanomètres, sur notre couche de thermoplastique, et on répète le process plusieurs fois. Donc on fait ce qu'on appelle des multicouches, et donc on alterne du plastique avec de l'inorganique. Donc, à quoi ça ressemble? Donc ici, vous avez un dessin d'un dispositif qu'on fabrique sur ces architectures. Ici, on a une diode électroluminescente et ensuite, on a des pistes métalliques qui viennent vers nos points de contact. Et si on regarde en coupe, maintenant, c'est la vue en coupe de nos structures, on va avoir notre piste métallique qui est notre interconnexion pour alimenter le dispositif, autour duquel on a mis un premier plastique, qui est du polyimide dans ce cas-là, un premier thermoplastique. Et ensuite, on a notre multicouche qui croît autour de notre structure. Ici, donc ça, c'est un dessin. Là, c'est une image obtenue par une microscopie à balayage électronique, où en fait, on retrouve notre couche métallique ici au centre, avec le polyimide juste au-dessus et en dessous. Et ensuite, on a la multicouche qui fait la coquille, si vous voulez, tout autour. Et là, si on zoome chacune de ces zones, donc c'est pour confirmer aussi les ordres de grandeur des épaisseurs qu'on est capable de déposer avec ces dispositifs. Donc là, notre parylène, on fait 1,5 micromètre, donc c'est tout petit. Et le titane et l'alumine, eux, ne font qu'une dizaine de nanomètres. Et ensuite, on a fait, dans cette étude-là particulière, on a fait 6 multicouches. Alors, on utilise cette combinaison de matériaux pour un peu avoir le meilleur des deux domaines. Le plastique va nous permettre d'avoir une certaine déformabilité de la structure et léger en poids, alors que la partie inorganique, elle est dense et donc très bonne barrière hermétique contre l'eau. En revanche, elle a un gros challenge, c'est que ce sont des oxydes, donc c'est des matériaux qui sont très cassants. C'est comme le verre, donc elle ne va pas soutenir forcément très bien la déformation mécanique. Donc, en combinant le plastique et ces matériaux plus fragiles, on espère quand même avoir en gros le meilleur des deux mondes. Donc là, on a cette structure qui est en serpentin, donc la vue de dessus. Donc on essaie toujours de modéliser les zones où, si on veut déformer la structure, elle va être la plus fragile, où les niveaux de contrainte vont être les plus élevés. Donc là, dans ces modèles, par exemple, on s'aperçoit que c'est à l'intérieur de la courbe ici où on a le maximum de potentiel de déformation qui va intervenir sur la structure. Et surtout, ce qu'on a observé de manière expérimentale, c'est que si on déforme ces serpentins à base de nos multicouches, malheureusement, on a des cracks qui apparaissent, mais ce n'est pas complètement... c'était prévisible, puisque ce qui craque, ce n'est pas le plastique, c'est notre matériau oxyde inorganique. Et là, on voit en coupe à nouveau. Ici, vous retrouvez la couche de titane-alumine, et on a un joli crack ici, juste dans la zone du matériau. Maintenant, ce qui est important de voir, pourquoi je vous raconte tout ça, c'est qu'en fait, le crack, il est uniquement dans la couche métallique, dans la couche d'oxyde métallique, mais il ne se propage pas d'une couche à l'autre, et donc il ne traverse pas la couche plastique. Donc en fait, ce qu'on espère pouvoir faire avec ce type de combinaison, c'est que même si on sait qu'on va avoir des potentiels cracks et donc de la couche d'oxyde métallique, on va pouvoir en fait reporter le temps à laquelle l'ensemble de la structure va devenir non hermétique. Donc on a fait des tests. Par exemple, ici, là c'est une illustration où on n'a mis aucune couche, une couche et plusieurs couches jusqu'à 6 donc de notre complexe organique-inorganique. Et on a connecté ces dispositifs et on les a encapsulés. Donc on a une diode ici qui est plongée dans une solution saline, donc qui va répliquer un peu l'environnement qu'on trouve dans le milieu aqueux in vivo. Et ensuite, on le laisse, on l'oublie dans le four. On fait ces manips à 80 degrés
donc qui est plus élevé que le 37 degrés du corps humain, mais c'est une approche qu'on utilise pour accélérer en fait le vieillissement des dispositifs. Et là, donc, on s'aperçoit que, effectivement, si on n'a pas nos techniques d'encapsulation, donc si on prend qu'un plastique classique comme on peut utiliser, on a, au bout d'un équivalent d'une année, on a le dispositif qui ne va plus fonctionner. Donc, en fait, les courbes ici, les points indiquent quand on a mesuré en fait, un problème d'encapsulation, et donc la diode, elle ne s'allume plus parce qu'on a un problème de fuite dans le système. Et donc là, en ayant notre multicouche à 6, ici, on arrive à un équivalent actuellement de 6 années du fonctionnement du dispositif. C'est encore pas la dizaine, mais voilà, on travaille sur ces aspects-là. Évidemment, si maintenant on déforme notre structure, si on la courbe, etc., donc on va induire des cracks dans nos pistes métalliques, ça va réduire malheureusement la durée de vie de nos dispositifs. Donc il y a un petit peu de chemin encore à faire, mais l'avantage de cette approche, c'est que ça nous permet en fait de miniaturiser les dispositifs et d'encapsuler au plus près des dispositifs électroniques. Donc là, c'est un exemple de mesure que l'on fait, où on a cette fois l'échantillon avec nos 2 diodes et on va étirer la structure. Donc on utilise les serpentins en fait pour faire un peu comme un accordéon. Et on mesure en fait la tension aux bornes de la diode, ce qui nous permet de mesurer la stabilité en fait du système global lorsqu'on fait plusieurs cycles mécaniques pour déformer la structure. Pourquoi est-ce qu'on fait ces déformations mécaniques? Là encore, on est toujours intéressé à développer des bancs expérimentaux au labo qui vont être le plus reproductibles possible de ce que va soutenir le dispositif une fois implanté. On a vu dans les cours précédents que le système nerveux, le corps en général, est une structure très dynamique. Donc en fait, le développement et le test sous déformation mécanique est important à contrôler et à quantifier en fait lorsqu'on fait ces nouveaux développements. Donc là, on a une piste en fait, pour nous aider à encapsuler de manière fine, puisque même si on entasse en fait, ces couches les unes sur les autres, on reste à une épaisseur qui fait moins d'une centaine de microns ici. Donc on a des structures qui sont quand même très fines et qui nous permettent d'avoir malgré tout de meilleures performances que les solutions actuelles. Et enfin, le dernier point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est le connecteur. Parce que lorsqu'on travaille sur des technologies qui vont être miniaturisées, on en a vu précédemment sur les électrodes, où on peut faire sur des supports plastiques des électrodes à haute densité, sur silicium également. À un moment donné, il faudra connecter toutes ces électrodes à un câble ou à un connecteur qui va aller vers l'électronique implantable. Donc il faut aussi optimiser ces zones de transition, qui sont des transitions électriques, donc de la piste de l'interconnexion de l'électrode, vers la piste qui va amener à l'électronique. Donc on travaille avec des structures qui sont aussi déformables et souples. Ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse à des techniques d'intégration et de miniaturisation qui sont nouvelles par rapport aux développements qui sont actuellement utilisés dans l'industrie medtech. Et donc là, c'est juste un exemple là encore pour vous donner le type de recherche qui se fait aujourd'hui, c'est quand on fait ces connecteurs. Donc ici, ce qu'il faut que vous imaginiez, c'est que de ce côté-là, en haut du slide, vous avez les électrodes souples et déformables, et en bas du slide, on a l'électronique avec les puces dont on a parlé aujourd'hui. Donc il faut ici en fait qu'on trouve des techniques d'interconnexion et de contact qui nous permettent en fait de maintenir la déformabilité du système des électrodes avec la performance électrique du dispositif et de l'électronique intégrée. Et donc on fait une série de mesures sur les valeurs des résistances de contact, la stabilité de ces résistances de contact sur le temps, qui nous permettent de développer des nouvelles techniques d'intégration ainsi que des nouveaux matériaux pour faire ces connexions électriques fiables. Donc voilà, pour conclure le cours d'aujourd'hui, je vous remets un petit peu le slide qui était la vue d'ensemble sur ces systèmes implantés. Donc à retenir, c'est que quelle que soit la technique en fait, et la technologie qu'on utilise aujourd'hui pour faire ces systèmes implantables, ces blocs, ces briques de base, vous allez les retrouver dans tous les éléments. Ce qui va varier, ça va être les types de matériaux et les approches qu'on va utiliser pour fabriquer et pour intégrer ces différents dispositifs.
Donc en recherche, aujourd'hui, on va beaucoup travailler sur la miniaturisation et la miniaturisation dans toutes les dimensions, dans le dispositif, dans l'électrode, dans le packaging, dans la batterie. Ça, je n'ai pas parlé des travaux sur les batteries. Mais il y a beaucoup de choses qui sont au niveau des sciences des matériaux et au niveau des procédés de fabrication qui sont en ce moment dans le domaine poussés dans le domaine de la recherche. Donc il y a beaucoup sciences des matériaux et technologies hybrides, ces deux axes de recherche qui sont importants aujourd'hui dans le développement de ces systèmes implantables. Voilà, je vous remercie pour votre attention.